Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes avec nous sur le plateau d'On se dit tout et bien sûr que ça se passe sur Médien TV. Alors aujourd'hui, justement, nous allons nous attaquer à ces entretiens d'embauche, ces entretiens qui visent justement à analyser les aptitudes professionnelles, mais aussi la personnalité des candidats. On vous dit tout dans un petit moment avec différentes spécialistes justement. Et puis ensuite, l'interview santé d'aujourd'hui, savoir gérer son capital soleil. On en parle avec le docteur Achraf Oudriri, il est dermatologue et tout ça, c'est tout de suite dans On se dit tout sur Médien TV. Le recrutement, le processus de recrutement, justement tout ce que les jeunes doivent savoir. Une équipe de spécialistes est avec moi aujourd'hui sur le plateau. On en parle avec vous. Mariam Filali Meknassi, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes consultante en étiquette et protocole des affaires. Exactement. Dina Sisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en stratégie et organisation. Et Rizlan Riachi, bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous êtes responsable certification, consultante en développement personnel. Merci beaucoup, mesdames, d'être autour de ce plateau pour les jeunes qui nous suivent, justement pour un maximum d'informations et de conseils afin qu'ils puissent bien prendre en main leur projet de carrière. On va d'abord commencer par le recrutement. On parle souvent d'entretien de recrutement. Or, aujourd'hui, Dina Sisson, c'est plus un processus de recrutement qu'un entretien de recrutement. C'est bien ça? Tout à fait, effectivement, le processus de recrutement démarre bien en amont de l'entretien en lui-même, parce qu'il y a toujours une phase de sélection. Donc le processus de recrutement, c'est 3 grandes étapes. Donc une phase de sélection qui se fait sur la base des documents qu'on va recevoir. Donc on n'a pas encore rencontré le candidat, donc on va recevoir un dossier où il y a un CV, une lettre de motivation. Et donc le candidat doit soigner ces documents-là et faire ressortir ses atouts par rapport peut-être au poste pour lequel il a postulé ou ses ambitions de carrière quand c'est une candidature spontanée. Deuxième étape, c'est toute l'étape d'entretien, de tests psychotechniques qui vont permettre peut-être de shortlister des candidats sur la base des candidats qui ont été sélectionnés au départ. Et puis la dernière étape, c'est la négociation, la contractualisation et puis l'intégration. Donc on a souvent tendance à se concentrer sur l'entretien, mais on ne va même pas arriver à l'entretien si on n'a pas en amont bien présenté son profil. Il faut savoir peut-être se faire marketer, entre guillemets. On se vend à cette phase-là. Et alors, ça, c'est très important. Donc, se vendre à travers les documents qu'on envoie. Absolument. Vous êtes une spécialiste du recrutement. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont conscients de l'importance de cette étape-là, la première? C'est difficile de généraliser, certains le sont, d'autres moins. Je pense aussi que c'est dû au parcours. Certaines écoles préparent mieux leurs candidats à répondre à des candidatures ou à envoyer des candidatures spontanées. Donc on va trouver des CV bien soignés, très concentrés, où on explique bien ce qu'on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Et puis même peut-être comme maintenant le digital est très utilisé, donc on va recevoir des mails, le texte du mail va être soigné et va être alléchant. Et puis d'autres où c'est complètement bâclé, ça va dans tous les sens, du mail jusqu'au CV. On se dit, bon, ben, on met de côté parce que c'est quelqu'un qui soit ne sait pas où il va ou ce qu'il veut, ce qui n'est pas en soi le plus grave, mais surtout qui n'a pas de respect vers la personne qui va recevoir ces documents. Et donc, on a des emails qui sont complètement bâclés. Vous avez dit un point très important. Vous avez dit, on se dit, il n'y a pas de respect pour la personne qui va lire ces documents. C'est justement aussi, c'est important pour vous, vous constatez ça, Rizlan Riachi? Il y a ce ressenti qu'il y a presque un manque de respect pour le recruteur? Je ne dirais pas un manque de respect pour le recruteur, parce que le recruteur aussi y est pour quelque chose. C'est-à-dire que, effectivement, quand on parle de processus de recrutement, certes pour le candidat, mais il y a aussi l'entreprise ou le recruteur qui met une annonce. C'est-à-dire que déjà, mettre une annonce, il faut vraiment bien clarifier quelles sont les attentes. Qu'est-ce que j'attends de cette personne-là, que j'identifie aussi quelles sont les valeurs de l'entreprise, pour que aussi le candidat puisse savoir s'il y va ou pas. Donc c'est vraiment, chacun doit mettre un peu du sien, déjà dans l'offre en elle-même. Donc recherche poste
un tel, pour vous, c'est pas suffisant? Non. Recherche profil interne, c'est pas suffisant? Non, parce que même le même poste, dans plusieurs entreprises, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes attentes. Et les candidats n'ont pas non plus les mêmes attentes. Donc, chacun doit faire un effort. Par la suite, par rapport au CV, effectivement, un CV... alors, aujourd'hui, les jeunes ayant travaillé aussi pour une ONG qui accompagnait les jeunes diplômés en recherche d'emploi, c'est des copier-coller. Or qu'un CV, il doit être personnalisé. C'est mon CV, c'est ce qui va me représenter. Et puis quand on est jeune diplômé, puisque vous avez parlé plus de jeunes diplômés, quand il y a une annonce, il n'y a pas que mon CV. Il y a peut-être des centaines, des milliers de CV. Donc le recruteur, première sélection, c'est sur le CV. Je ne connais pas la personne, je ne l'ai pas vue. Donc vous imaginez quand un RH ou un responsable recrutement reçoit un tas de CV. Eh bien, il n'a pas le temps de lire tout le CV. Il doit trouver des mots-clés. Des mots-clés qui répondent à ce que j'ai mis dans mon profil de poste ou dans mon descriptif de poste. Et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le travail déjà en amont sur le CV, comprendre qu'est-ce qui est attendu par rapport au poste et par la suite l'entretien, comme a expliqué Dina. Donc, mais déjà, il y a un travail en amont, que ce soit pour le candidat, mais que ça soit aussi pour les entreprises, parce qu'on voit plein d'annonces où voilà, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas que les compétences techniques dans un poste. Il y a les compétences techniques, il y a ce qu'on attend en termes de comportement, il y a ce qu'on attend en termes de motivation. Pour les entreprises, ça va de soi, justement, le relationnel, le comportement. Donc, les entreprises recherchent avant tout un profil, on va dire, capable d'exécuter la tâche. Et le reste, pour l'entreprise, eh ben, ça va de soi. La motivation, le relationnel. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout, parce que les compétences techniques... Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre trois profils shortlistés qui sortent de la même école, qui ont suivi le même cursus, qui ont le même diplôme? C'est leur soft skills. C'est la personnalité. C'est ça qui va faire la différence entre les trois. Aujourd'hui, même l'entreprise doit mettre en avant ce qu'elle attend par rapport à ses comportements. Je peux avoir un bac +8, je peux avoir tous les diplômes, mais si je n'arrive pas à m'intégrer dans une équipe, si je ne suis pas motivée, eh ben tout ce qui est, enfin, nous on dit tout ce qui est savoir-faire, il faut avoir une base, certes, mais ça s'apprend. Le savoir-être. Par contre, le savoir-être, c'est difficile. Oui. D'ailleurs, c'est en apprenant à forger qu'on devient forgeron. Absolument. Mais par contre, tout ce qui est comportemental et attitude et valeurs... C'est pas du tout évident d'être jeune en recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que justement, on ne connaît pas, on va dire, le milieu d'entreprise. Le milieu de l'entreprise est un petit peu... reste opaque. Parce que ces choses-là sont demandées, mais comment y arriver? Vous l'avez dit, les entreprises ne communiquent pas sur leurs besoins encore plus profonds que sur au-delà des compétences techniques, du besoin technique. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est pas facile, justement. C'est le rôle de qui? Des universités, des écoles, d'aller encore plus loin dans la formation éventuellement? Oui. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a de bons techniciens au Maroc. Vraiment, nos étudiants sont des bons techniciens. Mais il faut intégrer quand même tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est savoir passer des entretiens, savoir rédiger son CV. Il y en a qui le font, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais en même temps, il faut que, on le dit à chaque fois, il faut que l'entreprise se rapproche des universités, des écoles, pour leur expliquer, voilà, aujourd'hui, ce qu'on cherche. Il y a, je ne sais pas, mais pour moi, on recrute pour des compétences. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça pendant le dernier semestre d'études. Parce que ça, c'est une structuration de l'étudiant et le futur, on va dire, futur salarié, future personne sur le marché du travail. La rencontre entre le marché du travail et les étudiants se fait souvent pendant la dernière année. Alors, c'est supposé être le rôle des stages. Oui. C'est-à-dire que tout au long du parcours, qui peut être de 3 ans, 5 ans, dépendamment des cursus, on a des stages qui sont supposés préparer le candidat au milieu du travail, au contexte, aux aspects, au-delà des aspects techniques, les aspects savoir-être, les aspects valeurs
qui sont importantes dans une entreprise, qui complètent un peu le savoir-être. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant, mais finalement, est-ce qu'une entreprise ne cherche pas toutes la même chose, des personnes avec du relationnel? Au fait, les savoir-être sont très spécifiques à chaque poste. Je prends l'exemple du relationnel. Si j'ai un poste de commercial, j'ai besoin de quelqu'un qui a un bon relationnel, qui est ouvert. Mais si j'ai besoin d'un poste de comptable, ce n'est pas quelque chose que je chercherai en premier. J'ai peut-être besoin de quelqu'un d'introverti parce que je n'ai pas besoin que mes chiffres circulent, je n'ai pas besoin d'un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas de profil standard. Tout dépend en termes de savoir-être, au-delà du savoir-faire. Tout dépend du poste pour lequel je cherche un candidat. Et les savoir-être vont être très différents d'un poste à l'autre. Alors, Meriem Filali Mknessi, vous avez un profil, on va dire, très particulier parce que vous avez des compétences qui sont rares chez nous. Pour ne pas dire de bêtises, je pense que vous êtes deux au Maroc avec cette pratique et cette formation. Vous êtes consultante en étiquette et protocole des affaires. Oui. Et justement, on a fait appel à vous aujourd'hui pour apporter votre expertise à ces jeunes qui nous regardent. Parce qu'un entretien ou un processus de recrutement, ce n'est pas uniquement un CV, une lettre de motivation, même si c'est extrêmement important, c'est aussi un entretien et c'est aussi une façon d'être. Exactement. Donc d'abord, moi j'ai fait cette formation moi-même, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que j'avais énormément de lacunes, 20 ans dans le monde des affaires, et j'ai voulu un peu perfectionner mon savoir-faire dans l'entreprise. Et je me suis rendu compte que même 20 ans d'affaires, il y a beaucoup de lacunes, et que c'est donc dans le savoir-faire, donc dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, j'essaie de partager au maximum avec les étudiants, avec les personnes intéressées pour perfectionner ces gestes. Alors, un CV, oui. Une lettre de motivation, oui. Mais c'est surtout, il faut montrer cette motivation. Montrer comment. Moi, je dis qu'il y a un discours de préparation, d'autopromotion. Le discours doit être préparé. C'est important parce que ce discours, en fait, c'est une histoire que le candidat va vendre à l'interlocuteur qu'il ne connaît pas. Et nous sommes tous restés des grands enfants. Donc, on a envie d'écouter, de rester attentif. Et ça, c'est important en un laps de temps. Donc, le candidat doit préparer son discours d'autopromotion, savoir effectivement quoi reprendre, ce qui va intéresser l'interlocuteur. Mais non seulement ça, il va falloir préparer aussi son image, le comportement. Et je trouve qu'on a tendance à oublier un peu cette première impression, parce qu'il faut savoir, le candidat ne connaît pas l'interlocuteur. Et quand on rentre, avant même qu'il parle. Des fois, comme vous avez dit, l'interlocuteur, enfin, il a énormément, le recruteur, énormément de CV, de lettres de motivation. Des fois, il n'a pas le temps de tout terminer. Donc, la première des choses qu'il va voir, c'est le candidat. Et donc, l'image du candidat doit être préparée. Quand je parle image, c'est tout ce qui entoure la personne, c'est le comportement, la gestuelle, le discours, le code vestimentaire, les couleurs, et ça c'est important. Et c'est une préparation. Oui, tout à fait. C'est une préparation. C'est très important et c'est un savoir à partager avec nos téléspectateurs. Se préparer justement. Vous avez parlé, Dina Hissine, du papier en fait, le CV, la lettre de motivation, tout ça. Bien sûr qu'on ne peut pas détailler ça pour les jeunes qui nous suivent, mais on va parler de l'entretien. L'entretien, Meriem vient de dire, avant même de parler, il faut communiquer par ce que nous sommes, par l'être. En termes de recrutement, d'entretien, on va dire, est-ce que pour vous, c'est respecté? Vous parlez l'image, pas toujours, ça c'est sûr, pas toujours. Et même en termes de préparation, pas suffisamment de préparation. Bien sûr, je ne généralise pas, mais je ressors peut-être les choses qui sont à améliorer pour un meilleur conseil pour les candidats. C'est-à-dire qu'on va recevoir des candidats qui ne sont pas suffisamment préparés sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire sur le fond, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché qui est l'entreprise, quel est son passé. Et donc, peut-être quelque part, quelles sont les valeurs qu'elle doit avoir en interne, peut-être s'informer sur ses pratiques en termes de code vestimentaire. Il y a des entreprises où il faut être en chemise-cravate, d'autres qui ne sont pas peut-être dans le formalisme, si on est dans le monde de la communication, etc. Donc, il y a quand même une espèce d'immersion à faire avant de venir en entretien. Et si on fait mal cette immersion, on risque de rater l'entretien et d'avoir peut-être un discours
rabâcher un discours qui est peut-être standard et où on ne ressort pas ces termes clés, ces mots-clés qui parlent à la personne qui fait l'entretien. Alors justement, pour donner encore plus de conscience aux jeunes, aux téléspectateurs de façon générale, c'est important pour l'entreprise de savoir que la personne qui postule chez elle s'est intéressée à elle, à son historique, à ce qu'elle est. Bien sûr, c'est ce qui fait des fois la différence Absolument. entre des candidats. Parce que quelqu'un qui a cherché, qui s'est renseigné, c'est qu'il est motivé, c'est qu'il... Voilà, il y a une envie déjà. Après, ça matche ou ça matche pas, mais il y a eu cette... Quelqu'un qui vient comme ça, et on a pas mal, comme en visiteur, c'est un entretien parmi d'autres, eh ben, il aura moins de chance. C'est normal, le recruteur, il a envie de recruter quelqu'un qui sera engagé, quelqu'un qui sera motivé, quelqu'un qui a compris un peu ce qui est attendu de lui aujourd'hui dans cette entreprise. Justement, Réziane, vous nous avez dit que vous avez travaillé également auprès d'une ONG qui accompagne les jeunes en recherche d'emploi. Pour vous, ceux qui faisaient la démarche et ceux qui ne la faisaient pas, comment vous l'expliquez ? Au fait, les jeunes qui venaient à l'ONG, c'est qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose, ils se sont posé la question. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je n'ai pas de réponse ? Pourquoi même quand je passe un entretien, il ne se passe rien ? C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont vraiment posé la question avec un peu de recul. Et ceux-là, quand ils venaient, ils étaient accompagnés. Et donc, on leur apprenait, effectivement, voilà les étapes, ceci, cela. Ceux qui ne font pas on va dire, ceux qui n'ont pas cette prise de conscience, c'est normal que ça ne marchera pas. Absolument. Parce que qu'est-ce qu'ils disent ? D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. D'ailleurs, il y a eu même un article dernièrement que oui, ceux qui ont des postes parce que c'est fils d'eux ou parce qu'ils... Mais ils ne se posent jamais la question, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont travaillé sur eux ? Est-ce que leur CV est bon ? Est-ce qu'ils ont choisi de répondre aux bonnes annonces ou pas ? Donc, ils ne se posent pas cette question-là. Donc, à un certain moment, ceux qui ont travaillé sur eux, c'est eux qui ont des postes. Alors justement, travailler, c'est aussi travailler sur l'apparence. Vous l'avez dit, Myriam, et justement, vous intervenez souvent, dernièrement, auprès de jeunes, en recherche d'emploi ou en fin de cursus. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de l'importance de l'apparence ou bien ils sont souvent dans les généralités parce que c'est ce qui a toujours été communiqué, filles en tailleur, garçons en costume cravate, mais on ne va pas au-delà. On ne va pas au-delà, effectivement. Il y a une petite prise de conscience petit à petit. C'est vrai que quand je parle aux étudiants, ils sont très attentifs, ils sont un peu surpris. Ils ont des petites questions, ils ne connaissent pas la poignée de main, par exemple, ou comment se préparer, s'habiller, le code vestimentaire. Moi, j'insiste aussi sur la couleur. Je dis attention, la couleur est un langage, donc il ne faut pas plus de 3 couleurs quand vous allez à l'entretien. Et vous avez la première des choses, vous avez le visage, c'est la sphère de communication. Et puis, ça va avec un peu la chemise, par exemple, ou ce qu'on appelle en langage de communication un camailleux en langage de couleur, donc qui va plutôt dans un dégradé de couleurs que vous avez. Donc tout ça, j'essaie de leur montrer, de partager mes connaissances sur ce fait-là. La poignée de main, vous avez les mains moites des fois, le stress, la façon de se comporter, la gestuelle, la posture. Il y a une petite prise de conscience et ils sont très, très intéressés par cela. Peut-être que... On essaie de détailler la poignée de main, justement ? Oui, tout à fait. Donc, la poignée de main, il y a d'abord la distance, le regard, le sourire, que j'insiste, j'essaie de leur montrer qu'il faut sourire, il faut apprendre que ça devienne naturel. C'est compliqué pour les jeunes de sourire ? C'est compliqué. Il y a surtout ce qui est compliqué, c'est le regard. Le regard. Quand on rentre, on a tendance à... Alors que le regard est très important. On doit regarder la personne, surtout que ça ne dure pas trop longtemps. Il ne faut pas que ça dure plus de 3 secondes, sinon ça devient insistant. Oui, tout ça, ça s'apprend. Et c'est mon but. Pas plus de 3 secondes. Pas plus de 3 secondes. Un regard bienveillant, pas un regard insistant. Et la poignée de main, c'est très important parce que ça montre un peu la personnalité de l'autre. Vous savez, c'est tout un art, la poignée de main. Il y a la poignée de main franche et professionnelle. Donc ça, on le travaille dans les formations en interactif. Et ça, ils apprennent beaucoup. Donc la posture, la gestuelle. C'est très important parce qu'en fait, celui qui est face à vous, il ne vous connaît pas. Et moi, ce que je dis, mon rôle aujourd'hui, c'est de montrer aux étudiants, comme vous avez dit, il y a énormément de CV, énormément de lettres de motivation. Ce
qu'il faut? Il faut qu'ils se distinguent des autres. Il faut qu'ils soient différents. Moi, je leur dis, quand vous êtes, par exemple, dans un événement culturel, etc., et que vous cherchez un travail, si vous allez vers quelqu'un, donc j'apprends aussi à aller vers l'autre, c'est du travail sur soi. Donc quand on va vers l'autre, il faut que la personne qui fait votre connaissance se rappelle de vous. Qu'un jour, peut-être, quand elle a besoin d'un poste, eh ben, tout simplement, elle va dire, j'ai rencontré la personne, effectivement, elle m'a donné ses coordonnées. Donc, il y a la façon de se présenter aussi. Prévoir une carte, même quand on n'a pas encore, on va dire... Pourquoi pas? Même quand on ne travaille pas encore? Tout à fait, pourquoi pas? Et c'est très important aussi savoir se présenter, ce que peu de jeunes savent. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement? Alors, se présenter d'abord par le prénom et le nom. Ce n'est pas aussi évident qu'on le croit. Dans les formations, on me demande aussi. Et surtout, c'est vrai que la majorité ont fait donc des études, mais ressortir quelque chose qui va vous distinguer des autres personnes. Donc, à travailler, toute personne, qui soit dans le monde professionnel, quelqu'un aussi qui veut une promotion, ou quelqu'un qui vient d'intégrer le travail aussi. Donc, chercher une originalité, et si on cherche, on le trouvera. En tout cas, beaucoup de détails justement à communiquer à nos téléspectateurs. On reviendra dans un petit moment sur les codes couleurs qui sont extrêmement importants. Justement, Dina, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais juste continuer peut-être dans le même sens de l'idée de Myriam, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, ce que j'appelle de travail de forme, mais qui est très important. Ce n'est pas que le code vestimentaire en tant que tel, les habits, etc., peut-être le maquillage, les coiffures, etc., mais aussi les accessoires. Quand on vient dans un entretien, on ne vient pas les bras ballants avec des papiers qui traînent à droite et à gauche, qui ne sont peut-être pas soignés. Il y a des cartables, il y a des choses qui montrent, des porte-documents qui portent... qui montre quelque part un professionnalisme, que ce soit pour les débutants ou là, les gens qui sont déjà en carrière. Absolument. Et d'ailleurs, ils vont intégrer des sociétés dans lesquelles ils vont peut-être même trouver des chartes de code vestimentaire à respecter et qui font partie peut-être des valeurs intrinsèques à l'entreprise. Vous l'avez dit, donc certains étudiants peuvent venir carrément, enfin étudiants justement, lapsus, certains... chercheurs d'emploi peuvent carrément venir en sac à dos? Oui, c'est l'idée en fait. Ça nous arrive. Ça peut marcher, mais tout dépend de la culture de cette entreprise. D'où l'importance de la recherche. Absolument, absolument. Absolument. Alors, ce qui fait très peur à ces personnes-là, justement en recherche d'emploi, c'est les fameux tests. Il y a différents tests qui font partie de la panoplie du processus de recrutement, également les tests psychotechniques. Rizlan Riachi, vous en pensez quoi? Alors, ça, c'est ce que je vais dire. C'est peur à tort ou à raison? Alors, au fait, il ne devrait pas faire peur, parce que qu'on parle de test ou qu'on parle... moi, je suis plus évaluation RH que test. Après, ça peut... voilà, mais je suis plus évaluation RH. C'est des choses qu'on ne trouve pas sur le CV en termes de comportement, en termes de motivation, en termes de quelles sont mes attitudes personnelles, avec quoi je fais les choses, ou même tout ce qui est intelligence émotionnelle, à savoir comment mes émotions vont impacter ma prise de décision ou ma réflexion. Donc voilà, c'est des choses qui sont différentes des tests psychotechniques? L'évaluation RH, alors, c'est pas ce qu'on recherche en test psychotechnique? Pas forcément. Alors, après, il y a vraiment, ça peut être un sujet de débat. Pour moi, un test, c'est bon ou pas bon, dans le sens où je sais faire ou je ne sais pas faire. Par contre, quand on parle d'évaluation RH, comportementale ou autre, on n'est plus sur un état des lieux. On a une cartographie, si on veut, de la personne. Voilà ses comportements, voilà ses motivations, qui peut permettre par la suite à cette personne-là, quand elle intégrera l'entreprise, d'avoir son plan d'action peut-être de formation, d'intégration par rapport à sa personnalité. Quand on parle de personnalité de cette personne-là. Aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus d'entreprises font appel à ces outils-là. Parce que ce qui est maintenant, je pense, je n'ai pas de chiffres, mais on recrute sur des compétences techniques, mais quand on licencie ou quand la personne, elle démissionne, c'est soit sur un problème de comportement
ou la personne, quand elle licencie, c'est que ses attentes ne sont pas assouvies. Lorsqu'elle démissionne. Soit en termes de motivation, ou de valeur, ou de comportement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces évaluations RH sont importantes. Non seulement pour le candidat, mais quand je parlais tout à l'heure de la fiche de poste, du descriptif de poste, il faudrait ressortir aussi de ce poste-là quels sont les comportements attendus, quelles sont les motivations attendues de ce poste-là. Est-ce qu'on peut anticiper sur ces évaluations RH comportementales? Eh bien, on va en parler juste après la pause. Merci beaucoup, mesdames, d'être autour de ce plateau pour parler des entretiens d'embauche, tout un processus, justement. Et on va parler aussi santé à la fin de ce rendez-vous avec le docteur Achraf Oudriri, notre capital solaire. Qu'est-ce que c'est exactement et comment cohabiter avec le soleil? Eh bien, restez avec nous pour les détails. On revient. Allez, on reprend cette discussion sur Médiane TV dans On se dit tout autour des entretiens de recrutement. Et en fait, le débat continuait vraiment entre nous ici pendant la pause autour de ces tests psychotechniques et ces évaluations RH. C'était le dernier point de la première partie. Je rappelle le tour de table. Je suis avec Mariam Filali Mknessi, consultante en étiquette et protocole des affaires, Dina Hsissine, consultante en stratégie et organisation, et Rizlan Riachi, responsable certification, consultante en développement personnel. Dina Hsissine, pour vous, les tests psychotechniques ont également leur place, je vais y arriver, dans le processus, même si les jeunes en ont peur. Alors, ils ne devraient pas en avoir peur. D'ailleurs, pour les tests psychotechniques, il est fortement conseillé, quand on peut le faire, de débriefer par la suite le candidat sur ce qui est ressorti et puis même de partager avec lui. Alors le test psychotechnique commence à rejoindre de plus en plus les tests, on va dire, RH, les évaluations RH en parcours et s'éloigne vraiment du modèle binaire 0 et 1. Donc dans un test psychotechnique, il y en a beaucoup sans les citer, l'idée étant par le biais d'un certain nombre de questions qui vont être posées de plusieurs manières différentes, dresser un profil du candidat avec un certain nombre de critères. On ne peut pas anticiper les réponses? Non. Ni les questions, bien sûr. Non, c'est des questions sur les comportements de tous les jours. Si vous avez ça et ça, vous priorisez, c'est quoi? Et donc ça permet... Est-ce qu'il faut y penser honnêtement? Est-ce qu'il faut réfléchir avant de répondre? Non, on réfléchit au départ, mais le nombre de questions fait que de toutes les façons, on arrive à un stade où on répond par l'instinct, ce qui est le plus recommandé. Et puis, les questions sont posées de manière tellement différente que finalement, on arrive à avoir un profil qui est cohérent, bien sûr, si la personne n'est pas fatiguée, il y a des choses qui peuvent influencer les réponses. Donc, au bout du compte, on a un profil qui se dresse, qui dit, bon, côté implication, côté communication, côté organisation, rigueur, comment la personne se positionne peut-être sur une échelle de 1 à 10, tout dépend et même le nombre de critères dépendent des tests. C'est infaillible? Ils sont infaillibles, ces tests? Ils ne sont pas infaillibles et ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un outil d'aide à la décision. Justement, Rizlan a une expérience personnelle avec ces tests psychotechniques. Pour vous, ils sont pas sûrs à 100%. Alors, au fait, en aucun cas, je suis d'accord avec Dina, ce n'est pas grâce à ces outils qu'on va dire cette personne, elle match ou elle ne match pas. C'est une aide à la décision. Maintenant, la validité de ces résultats, on peut aller chercher la validité. Aujourd'hui, il y a des instituts qui travaillent sur la validation de la véracité des résultats. Il y a l'indice de Cranbach qui est de 0 à 1. Donc aujourd'hui, ce que je conseille aux entreprises, que quand ils veulent utiliser ces outils-là, d'aller chercher la validation, de demander au fait les documents qui valident les résultats. Vous avez une expérience personnelle avec écoutez, oui, parce que je représente des outils d'évaluation RH ici au Maroc qui existent depuis plus de 30 ans. Donc je les utilise que ça soit en recrutement. Mais vous avez aussi subi un test? Oui, par rapport au test. Oui. Alors le test, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de test, parce que j'ai eu une mauvaise expérience, parce qu'à l'époque je voulais faire une reconversion dans ma vie professionnelle, et donc j'avais été voir un cabinet. Donc encore une fois, c'était
moi, en tant que candidate qui est partie demander, ce n'est pas l'entreprise, donc je voulais vraiment faire ce test-là. Et on m'avait dit à l'époque que le commercial n'était pas fait pour moi, chose que j'ai faite toute ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu une forme de réticence par rapport au test. Par contre, les questionnaires, il y en a plein. Oui, parce qu'on apprend, on connaît nos forces, on connaît nos axes d'amélioration, on sait vers où on peut aller. Je trouve que c'est... Est-ce que ça ne serait pas pour vous, en tant que, on va dire, professionnel du recrutement, ces évaluations devraient se faire en amont, pendant le cursus, pendant les études? Pourquoi? Parce que justement, ressortir avec des résultats, ressortir avec les points forts, nos points forts et nos points faibles, ce qu'il faut mettre en valeur, ce qu'il faut au contraire travailler, un plan d'action, se connaître sa cartographie de ses compétences. Il ne faut pas la découvrir le jour d'un entretien ou pendant un processus d'entretien, la connaître avant. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a des écoles qui le font. Hein. Il y a aujourd'hui des écoles qui font ces profils-là aux étudiants et que ça rentre dans un cursus pour qu'ils puissent travailler, même dans leur recherche d'emploi, de stage, pour savoir qui ils sont, comment ils doivent au fait communiquer avec les autres, comment ils doivent se vendre, parce qu'effectivement, quand on cherche de l'emploi, on se vend. Hein, Mais aller dans une généralisation, que ça fasse partie, en fait. Oui, dans le jargon RH, ce que Rieslen a fait, c'est ce qu'on appelle des bilans de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de mon parcours, que ce soit en début de parcours, pendant que je suis à l'école, ou parce qu'à un moment donné, je ne me retrouve pas dans mon milieu professionnel et je veux me réorienter, ou peut-être même continuer, je vais aller faire un bilan de compétences et là, je vais ressortir par rapport à mon passé, par rapport à mes motivations, à mes compétences, quel est le meilleur parcours que je peux avoir. Et ça, effectivement, il serait fortement recommandé que les écoles le fassent et les universités le fassent en milieu de parcours pour que les gens se disent est-ce que je suis plus un informaticien ou un créatif dans le domaine du multimédia? C'est deux choses complètement différentes qui font peut-être appel à des compétences similaires en termes techniques. Maintenant, c'est des choses qui coûtent cher aussi. Donc, c'est pour ça que les écoles... Mais il y a des écoles qui ont, ici au Maroc, on a eu une expérience avec une école à Rabat, une école à Marrakech et même à Casa, qui aujourd'hui le font parce qu'ils ont trouvé vraiment ce que ça apporte à ces jeunes. Parce que la responsabilité du processus de recrutement et en fait, tout ce qui entoure la recherche de l'emploi n'incombe pas uniquement à l'étudiant. Il faut mettre au service de l'étudiant future force professionnelle les outils et les capacités d'orientation. Absolument, on en a d'ailleurs parlé. Voilà, c'est-à-dire que mettre entre les mains de ces jeunes tout ce qui peut leur permettre de se développer et matcher complètement avec le marché de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui peut tuer un entretien d'embauche, Myriam Fidali? Beaucoup de choses. Alors moi, je vais te donner des exemples qu'on a peut-être tous vécu. Alors moi, je dirais d'abord la salle d'attente, comme vous avez dit. Donc des fois, le téléphone collé à l'oreille, en écoutant la musique ou, bon, à la limite, on peut accepter le fait d'envoyer un dernier SMS ou un dernier mail, mais quand même. Il faudrait quand même qu'ils aient le téléphone caché. La posture aussi, on ne s'assoit pas complètement avachi, ça montre un manque de motivation. Donc on attend, on est bien, on attend. La dernière cigarette, ça paraît peut-être superflu, mais la dernière cigarette et on rentre, ça dérange les personnes. Je donnerai un petit autre exemple. Le code vestimentaire, la tenue de ce jour-là, c'est important. C'est vrai que si on travaille dans d'autres, comme journaliste, etc., on n'est pas obligé de porter la veste, le tailleur ou le costume pour homme. Mais on ne le sait pas forcément. Exactement. Donc, à défaut, autant arriver. Je le dis. Mais en tout cas, le premier jour, l'entretien, c'est important. La ponctualité. Oui, qu'on soit, oui, je reviendrai, qu'on soit bien habillé. Donc ça, c'est important. Mais bien habillé, c'est très subjectif. C'est très subjectif, mais en tout cas, c'est important. Donc, moi, ce que je donne comme exemple, donc pour la femme, donc une veste, une jupe, une veste, un pantalon. Jupe, quelle hauteur? Non, il faut que ça soit les genoux. Là, il y a il ne faut pas qu'on voit au-dessus du genou. Oui, exactement. Donc, les chemises, une chemise. Donc, la couleur est très importante aussi, des couleurs neutres, donc marine,
taupe, gris. Et puis la chemise qui est un peu plus sobre, moins, donc ça peut être ivoire, ça peut être blanc, blanc cassé. Donc je conseille aux étudiants qui viennent, qui demandent un travail, donc d'avoir une veste et un pantalon de même couleur, 3 chemises, très simples, pour différencier un peu s'ils ont plusieurs entretiens. Faire attention donc au parfum, ça je le dis, ça peut tuer un entretien. Les jeunes filles, parfum vanille, mettre de côté, oui, parce que ça prend, c'est étouffant. C'est dérangeant des fois. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. L'aftershave pour les hommes, des fois, ou le parfum pour hommes, quand ils le mettent sur la main, quand il vient vous saluer, vous avez déjà le parfum, ça peut tuer un entretien, donc s'il vous plaît, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on a des gels douche, on a des moyens de se mettre. Pas de parfum. Parce qu'il faut faire attention en fait, parce qu'après vous allez vivre dans l'entreprise avec des collègues et il y en a qui ils ne veulent pas, donc évitez. La transpiration, ça c'est très important. Il y en a, on n'enlève pas la veste pour entrer avec la chemise, les taches, ça peut choquer, ça peut pour certains. On a aussi la main, donc je l'ai vu, la main molle. Ça peut tuer, dire c'est la poignée de main franche professionnelle, ça montre un peu le professionnalisme. Mais qui ne croit pas du tout, ni molle, c'est-à-dire on fait attention. Il faut attendre que le recruteur vous donne la main pour vous saluer. D'accord. Il ne faut pas tendre la main en premier? Non, c'est le recruteur qui vous salue et qui vous autorise à vous asseoir. Il y a aussi, et ça revient très souvent, c'est moites, les mains moites. Et ça, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, voilà, j'ai un problème avec le stress. Mais il faut trouver une solution. Aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a l'antiseptique, on le met juste avant de rentrer. Il y en a même qui se lavent les mains avant de rentrer. Donc, évitez, c'est désagréable, on le sait, la personne elle-même, elle le sait. Donc, il faut éviter ça. La posture, donc on l'a dit, toujours quelqu'un qui rentre avec une posture, c'est motivant, il a envie de travailler, quelqu'un qui rentre tête baissée, etc., c'est pas la peine. Le manque de naturel. Des fois, des gens, on vous a dit de sourire. C'est pas la peine de chaque fois d'essayer de sourire. Non, c'est pas la peine. Donc, essayer, c'est apprendre à sourire. On l'oublie souvent. Le regard, regarder. Donc, tout ça, en fait, c'est un comportement qui peuvent tuer totalement l'entretien. Voilà. Alors, pour conclure, mesdames, un entretien d'embauche, c'est avant tout technique ou humain, Rizlan? Moi, je dirais plus humain que technique. Oui. C'est une relation humaine, parce que, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Moi, je suis vraiment très dans l'humain, dans le sens où j'ai le CV, j'ai les compétences techniques que je peux acquérir en entreprise. Mais quand je recrute des hommes et des femmes qui vont travailler avec d'autres hommes, avec d'autres femmes. Donc la relation humaine est très importante. Il faut qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes motivations, pour qu'on puisse tous travailler. On est différents, chacun est unique, mais il faut que de cette différence, on puisse faire une force pour avancer vers un objectif commun. Donc moi, je dirais que le recruteur doit miser sur l'humain, et donc lui aussi doit faire des efforts, et que le candidat aussi, que ça soit un jeune diplômé, que ça soit un senior ou un candidat, absolument. Moi, on a beaucoup focalisé sur les juniors parce que c'est leur première, on va dire, entrée dans le milieu professionnel. Pour les seniors, eh bien, on va dire ils ont plus d'expérience, plus de savoir-faire supposé. Dina Hsissine, justement, un entretien d'embauche, c'est avant tout technique ou humain pour vous? Alors, je dirais que le technique, c'est mon ticket d'entrée au process. Absolument. Après, c'est humain. C'est-à-dire qu'on est tous à un niveau technique plus ou moins égal, mais ça se jouera à l'humain. Absolument. Myriam, pour vous? Je pense que la réponse est claire pour moi. Donc, c'est plus humain. Donc on fait attention par exemple la ponctualité, c'est un trait de caractère. Je voudrais juste attirer l'attention sur la proxémie. C'est la distance qui existe entre deux personnes. Et ça, mais là, on a fini, Myriam. D'accord, juste pour le recruteur. Non, mais le recruteur, ça c'est très simple. Le recruteur, par exemple, peut laisser une chaise très loin et on va voir si le candidat va être capable de prendre cette chaise et de l'approcher. Alors il doit le faire ou pas? Parce que suspense. 2,5 mètres entre le recruteur et le candidat. C'est très important. C'est pas le cas là. Je pense que ça va, on est dans les 2 mètres.
dans les 2 mètres. C'est la distance à respecter. C'est très important parce qu'il va vivre dans l'entreprise avec d'autres collègues. Donc il faut oser prendre sa chaise et oui, effectivement. se rapprocher, et mais ne pas trop. demander. Voilà, pas trop. tout à fait. Merci beaucoup, mesdames, pour tous vos messages humains et techniques. À toutes. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'il faut passer d'autres messages, cette fois-ci sanitaires. On va parler du capital solaire. Reste avec nous. À tout de suite. Comment cohabiter avec le soleil? On en parle tout de suite avec le docteur Ashraf Oudghri, dermatologue à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour à vous, à tous vos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil et pour aussi l'invitation sur ce sujet. Eh bien, merci docteur. Justement, qui est concerné par ce sujet, le cohabiter avec le soleil? J'ai tendance à dire tout le monde parce qu'on est tous concernés, que ce soit, c'est-à-dire dans toutes les tranches d'âge, les vieux comme les moins vieux, les enfants, les femmes enceintes, tout le monde est concerné par l'exposition solaire et donc par les bénéfices, mais aussi les méfaits du soleil et comment se protéger contre les méfaits du soleil. D'accord. Vous parlez de bénéfices, souvent on parle de méfaits et on évoque rarement les bénéfices du soleil. Justement, parlons. Oui, on oublie souvent que le soleil est nécessaire pour l'acquisition de la vitamine T, la transformation en dérivés actifs au niveau de la peau. Et on sait tous que la vitamine T est une vitamine qui est nécessaire pour la calcification des os, mais on a prouvé aussi que la vitamine T, son manque, c'est une vitamine que moi je commence à prescrire, je ne suis pas le seul, beaucoup de médecins commencent à demander en tant que bilan devant un certain nombre de symptômes, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une vitamine qui joue un rôle primordial et que les symptômes sont parfois un petit peu bâtards. Ce ne sont pas des symptômes spécifiques, ça peut être des douleurs articulaires. La carence en vitamine D. La carence en vitamine D, avant de donner des problèmes osseux majeurs, elle va se manifester sous forme de troubles du sommeil, de douleurs articulaires, d'irritabilité, de changement d'humeur, de fatigue. Et donc, je peux vous dire que 8 femmes sur 10 chez lesquelles on dose la vitamine D, on trouve au moins une insuffisance, sinon une carence. Et cette carence est souvent liée à un confinement, à un manque d'exposition solaire. Donc, il y a des moyens de s'exposer au soleil pendant une durée déterminée qui permet d'avoir les besoins journaliers en cette vitamine. Justement, pour fermer la parenthèse de la vitamine D, s'exposer au soleil de façon bénéfique pour emmagasiner de la vitamine D, est-ce qu'on peut l'emmagasiner justement? Est-ce que l'été peut suffire à faire le plein de vitamine D pour l'hiver? Jusqu'à un certain degré, parce qu'il y a des capacités de stockage qui sont limitées. C'est pour ça que l'exposition solaire doit être régulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va s'exposer un été, on va emmagasiner suffisamment de vitamine D, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la vitamine D, ce n'est pas les ultraviolets qui fabriquent la vitamine D. Les précurseurs sont présents au niveau de l'organisme, mais on a besoin des ultraviolets pour transformer cette vitamine D qu'on a d'une forme inactive à une forme active. Et donc c'est là où les ultraviolets entrent en jeu. Donc on ne peut pas faire un stock. Pour revenir à la question initiale, on a besoin d'une exposition régulière. D'accord, une exposition régulière mais bénéfique. Voilà. Et c'est là où on parle peut-être de la notion de capital solaire. Ça veut dire quoi exactement? Je ne suis pas très enclin à utiliser ce concept de capital solaire parce que ça laisse entendre qu'on a un capital qu'il va falloir gérer, et parfois ça laisse à penser, ou ça donne à penser qu'on va consommer ce capital. Certains spécialistes justement se basent sur cette notion-là pour expliquer les différents problèmes de peau liés au soleil. C'est une surconsommation de son capital solaire pendant l'enfance notamment. Mais si vous le permettez, docteur, on explique brièvement aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est? Ce concept veut dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines pathologies, certains types de cancers de peau notamment, qui étaient dus à un cumul d'exposition solaire. C'est un peu ce que veut dire cette notion de capital. C'est-à-dire que nous avons tous un capital. Bon, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais voilà, le fait qu'il y ait des pathologies qui apparaissent, certaines pathologies apparaissent
dès les premières expositions solaires, ou ne sont pas liées à un phénomène de cumul. Elles sont liées à l'intensité de l'exposition. Et d'autres sont liées au cumul, c'est-à-dire qu'il faut des vagues d'exposition pendant l'enfance, la jeunesse, qui font que ça augmentera le risque de certains cancers de peau, par exemple. C'est là un petit peu cette notion de capital qu'on a un petit peu épuisée, et donc on s'est exposé à des risques importants. Vous n'y adhérez pas trop, vous dites ? Je n'y adhère pas sur le plan scientifique, mais je ne veux pas que ça induise en erreur les gens et que ça les pousse un petit peu à penser qu'il y a un capital que je devrais gérer. La protection doit être là depuis l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis encore moins pas dermato ni scientifique. Mais là où ça pourrait aider les gens dans la prise de conscience de savoir qu'il y a un capital, c'est parce que justement, chez l'enfant, on protège l'enfant, en général, du soleil, mais pas suffisamment. Les enfants jouent souvent en bord de mer, dans les piscines, pendant de très très longues heures, et donc la protection ne suit pas. C'est vrai. Et les recommandations des professionnels ne suivent pas. Alors que si on part du principe qu'il y a un capital à préserver, que cet enfant grandit avec son capital, et que s'il le perd pendant l'enfance par manque de suivi de l'adulte, ça en fait un adulte plus tard plus fragile. C'est tout à fait juste. Maintenant, le fait d'avoir conservé ce capital correctement n'implique pas qu'arrivé à un certain âge, on est totalement, c'est-à-dire on a franchi la période difficile. Ça, on reste exposé à un danger, même si, c'est-à-dire il y a des gens qui développent des mélanomes ou des choses un petit peu méchantes, certains cancers de peau, en n'ayant pas été exposés à la jeunesse. D'accord. C'est en ayant été L'un n'empêche exposé. pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ce capital devrait s'étendre sur, si on adopte ce concept, doit s'étendre sur toute la vie de l'individu. Voilà. D'accord. Alors, une protection au soleil est importante et nécessaire, mais elle doit être, on va dire, bien cadrée. Pour vous, ça serait quoi les bonnes recommandations ? Alors, première recommandation, et on va insister beaucoup sur ce que vous avez soulevé sur la question d'avant, c'est les enfants. C'est-à-dire la vigilance doit être doublée chez les enfants. Les bonnes recommandations, c'est que la protection solaire commence d'abord par la protection vestimentaire. Avant l'écran solaire et avant les crèmes solaires, c'est d'abord la protection vestimentaire, encore plus chez les enfants. Il faut les protéger, c'est-à-dire, il y a une étude australienne qui a été menée, on sait que c'est un pays de grand ensoleillement, qui a encore prouvé que la protection vestimentaire était beaucoup plus efficace que la majorité des crèmes solaires existantes. D'accord. Donc, mettre un écran n'implique pas, beaucoup plus que la couleur, c'est le maillage. Vous savez maintenant, il existe ce qu'on appelle des maillots à UV pour les enfants, etc. Donc c'est le tissage qui détermine si le tissu permet, bien sûr, la pénétration des ultraviolets ou pas. Plus le tissu est à maillage opaque, plus il réfléchit les ultraviolets. Plus il est pas très serré, plus il va faire pénétrer un pourcentage d'ultraviolets. Deuxième, quand on dit recommandation vestimentaire, c'est chapeau, lunettes de soleil, votre photo l'illustre correctement, t-shirt au moins, voire à manches longues, et des choses... Alors, quand on dit ça, on va se dire on va plus s'exposer au soleil, on va plus profiter de la baignade. Donc il y a des zones qui seront exposées, qu'il va falloir utiliser la crème solaire pour ce type de zone exposée. On en arrive à la deuxième recommandation, c'est l'utilisation des crèmes solaires. Alors, la recommandation principale, c'est le bon choix de la crème solaire. Et de l'indice. Alors, l'indice, cela va soulever l'indice. Alors, l'indice, vous avez l'indice le plus connu, c'est ce qu'on appelle le SPF, le Sun Protector Factor, le facteur de protection solaire. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que le SPF indique uniquement la protection contre les ultraviolets de type B. Les ultraviolets de type B sont les ultraviolets responsables du coup de soleil. Ils sont également responsables d'un certain type de cancer de peau, mais pas tous. Cela veut dire, pourquoi je parle de ça, c'est pour dire que le SPF n'indique pas la protection, le degré de protection contre les ultraviolets de type A. Et on sait que certains cancers de peau, notamment certains qui sont méchants... Donc, rapidement, docteur, il faut insister sur... Maintenant, il y a des indices qui s'appellent, par exemple, le PPD, qui indiquent le rapport de protection entre les ultraviolets B et les ultraviolets A. Est-ce qu'il y a un chiffre ?
il y a un chiffre. La protection contre les UVA doit être au moins le tiers de celle des ultraviolets B, pour schématiser un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Quand on part sur un indice 50, indice 50, c'est le SPF. Oui. Et donc, déjà, il faut dire qu'il ne faut plus parler d'un indice 100, 60. Actuellement, on parle uniquement de 50 ou moins. Dans un pays comme le nôtre, de grand ensoleillement, on conseille un indice de type 50. Sauf pour des peaux très foncées, on peut aller à moins. Maintenant, toujours vérifier sur votre écran également s'il procure une protection contre les ultraviolets de type A. Et ça, c'est important. C'est très important. Merci beaucoup, docteur Achaf Oudghri, dermatologue arabe. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Les grandes lignes de la cohabitation avec le soleil, justement. Vous l'avez dit, tout le monde est concerné, les enfants, mais aussi les plus grands. Nous avons soulevé avec vous aussi la question de la vitamine D, qui préoccupe beaucoup de personnes, qui est très à la mode. Justement, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant et qui souhaitent bénéficier de tous vos conseils, on peut vous retrouver à nouveau sur notre site mediantv.com. Merci, docteur. Je vous remercie. Quant à moi, je remercie toute l'équipe qui était avec moi. Très bonne journée à vous. N'oubliez pas que l'émission est bien sûr rediffusée sur Median TV, mais aussi qu'on peut la retrouver sur mediantv.com. À très bientôt. Très bonne suite des programmes. Au revoir.